Il était question de relever des défis qui étaient très grands pour des jeunes musiciens que nous étions. En effet, notre pays est un pays multiculturel, donc il dispose de beaucoup de formes de culture. Quand on parle du langage musical, pour ne parler que de celui-là, il existe donc plusieurs modèles. Alors, comment arriver à créer un programme cohérent, une troupe, avec des matériaux aussi divers que variés que sont les modèles musicaux de notre pays? On compte théoriquement plus de 450 tribus. Or, cela correspond à au moins 450 langues parlées et 450 styles de musique congolaise. Donc l'épopée du ballet national, au début en tout cas, dès le départ, c'était quelque chose de très intéressant parce qu'ils m'ont permis à être confronté directement à la réalité de la musique dans le contexte traditionnel. Pour un garçon qui est né à Kinshasa, dans une ville, dans un environnement très moderne, très occidentalisé, où on écoutait, moi j'avais comme référence à l'époque Johnny Hallyday, Jimi Hendrix, Bob Dylan, voilà, c'était ça nos modèles, c'est ce qu'on écoutait dans nos parties. Et voilà que, brusquement, il était question pour nous d'aller rencontrer dans des villages, écouter, rencontrer des artistes, des musiciens et les interroger sur leur façon de vivre, sur leur modèle culturel. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'approcher et d'être confronté à la réalité de la culture traditionnelle. Vous connaissez malheureusement le problème des guerres tribales en Afrique. Les tribus qui ne s'entendent pas tout simplement parce qu'ils exaltent les différences. La création du ballet national était un défi, c'est-à-dire un grand ouvrage pour faciliter l'intégration des différences dans notre pays. Donc un grand travail d'unité. Essayer de réunir dans une même production, c'est-à-dire amener sur une même scène de danse des cultures jusque-là inconciliables. Vous ne pouvez pas imaginer la problématique de ces cultures. Quand on les regarde comme ça, on pense que c'est facile. Mais deux tribus, deux façons de battre le tam-tam, c'est tabou de les mettre ensemble. Au début, nous étions confrontés à des problèmes incroyables. Tout simplement parce que celui-ci que j'ai mis comme premier batteur, celui-là comme deuxième, il était frustré, dit celui de cette tribu ne peut pas être premier et moi deuxième. Pourquoi ? Pourquoi moi je ne serai pas premier? Il dit, mais s'il vous plaît, ici c'est parce que lui il va jouer tel rôle et vous, le second rôle est très important. Sans second rôle, il n'y a pas de premier rôle et tout et tout. Donc il fallait convaincre les susceptibilités. Et le public a été aussi très perplexe. Parce que chacun trouvait que sa musique avait été dénaturée. Que sa danse avait été... Oh, vous savez, chez nous, vous avez cette façon d'aligner les gens... Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas ça. Il a fallu les amener à comprendre que désormais, chez nous, c'est ici, en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est tout le monde. Et ceux qui font ça, et ceux qui font ça, et ceux qui font ça, et ceux qui font ça. Alors, si on organise une danse qui fait ça et ça, je crois qu'elle intègre tout. Parce que si nous continuons à ne faire que ça, ça c'est chez vous, et ça c'est chez vous, et ça, c'est chez nous. Il a fallu d'abord convaincre notre propre public qui était très sceptique au début. Et pendant des années, pendant longtemps, nous avons donné des spectacles ici, nous avons essayé de convaincre les gens que l'unité était inévitable. Que désormais, les cultures, à défaut de se confondre, devaient au moins se mélanger harmonieusement. Un type du Kasaï est très différent d'un type de l'Équateur. Il ne comprend ni sa langue, il ne danse pas de la même manière, il ne chante pas de la même manière, il ne joue pas les mêmes instruments. Donc c'est aussi difficile pour nous d'essayer, aussi difficile et exaltant, d'essayer de créer l'unité à l'intérieur de ces troupes que d'aller à l'étranger, à Vienne, essayer de nous faire comprendre d'autres peuples. En tout cas, nous, au Ballet National, c'était déjà une troupe de l'unité. Déjà. Et nous sommes allés dans plusieurs pays du monde
pour proposer ce modèle d'unité qui, je l'espère, a inspiré quand même quelques personnes, je pense. Le Théâtre National, c'était une troupe professionnelle, hein? Il ne faut pas oublier ça. Donc les artistes, les acteurs étaient formés dans des comportements très professionnels. Donc tenir aucun compte de l'audience, concentration dans les coulisses, Dès que les lumières s'éteignent dans la salle, ça s'allume sur la scène, c'est parti. On ne sait pas ce qui s'est passé et puis après, on sait seulement que les rideaux sont tombés et on applaudissait dans la salle. Les applaudissements n'ont pas de couleur non plus, hein. Ils semblent avoir le même son. Voilà encore un bon phénomène, les applaudissements. Donc il n'y a aucun complexe dans les applaudissements. On applaudit de la même manière à Tokyo, à Vienne qu'à Téhéran, je pense. Et c'est ça la grande leçon que je peux tirer de ça. La musique est universelle, autant que l'être humain est universel. Les grands courants musicaux qui déterminent actuellement le genre musical dans le monde sont le fait des rencontres. Si je prends l'exemple du jazz, qui est la musique la plus populaire, qui donne lieu à toutes les musiques dites de tendance, les musiques dynamiques, notamment la musique pop, le hip-hop et tout, ils ont à l'origine une musique commune, qui est une rencontre entre plusieurs musiques. Cette rencontre déterminante entre les Noirs, les esclaves venus d'Afrique, et les cultures occidentales, qui étaient la culture espagnole et la culture anglo-saxonne. Cette rencontre extraordinaire a donné naissance au genre de musique le plus dynamique et le mieux utilisé et le plus facilement utilisé par les hommes. Les hommes de races différentes, de cultures différentes, s'expriment le mieux par cette espèce de genre musical qui leur permet de communiquer ensemble. Et cela est le fait de cette rencontre. Malheureusement, c'était à l'occasion de l'esclavage, mais l'histoire est ce qu'elle est, donc là n'est pas le problème. J'imagine ces belles scènes d'esclaves jouant du tam-tam, tandis que leur maître jouait de la guitare. On n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est dommage qu'on ne rapporte que les coups de fouet qui existaient. Évidemment, tous ces esclaves qui avaient été maltraités, oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi on ne parle pas de ces soirées, de ces maîtres qui ne fouettaient pas? Je pense qu'ils existaient. Et de ces esclaves qui ne détestaient pas, qui étaient seulement fatigués d'avoir travaillé toute la journée, qui avaient beaucoup de nostalgie le soir et qui chantaient. Et de ce maître que j'imagine dans sa chambre, dans sa villa, qui était au piano en train de jouer Mozart et qui, entendant ces mélodies, a peut-être secrètement commencé à essayer de rechercher des harmonies pour ça. Et en tout cas, ils ont essayé, il s'est développé comme ça des musiques entre les uns et les autres. Que les uns soient des maîtres, les autres des esclaves, peu importe. Si, ça importe, mais bon, enfin voilà. Ça a donné naissance à des choses merveilleuses, à des genres musicaux où des grands artistes ont pu s'exprimer. La musique est ce qui peut le plus permettre aux hommes de communiquer, dès lors que ces hommes sont souvent, malheureusement, séparés par les barrières des langues. Ce qui est bien, c'est que les sonorités, les timbres n'ont pas de race, n'ont pas de couleur. Ça, c'est un grand avantage. Alors, quand on écoute la musique, c'est comme si les problèmes de racisme et de différence s'estompent un peu. Tout simplement parce que les sons n'ont pas de couleur, heureusement, n'est-ce pas? Cela me fait penser à cette belle expérience que nous avons faite avec la chorale de la foi Baha'i. Quand nous avons eu ce privilège d'aller à Haïfa, mais il s'est passé là-bas des choses assez extraordinaires, assez bouleversantes. Personnellement, j'ai été marqué par la présence de cette grande dame, une dame que je n'avais pas connue avant, Gwendoline, qui jouait d'un instrument très noble, un cello, un violoncelle, qu'on ne connaît pas chez nous, hein, qu'on ne connaît pas du tout. Elle voulait jouer avec nous.
Ma foi, nous voulions jouer avec elle. Mais nous jouions, moi j'étais sur un gros tam-tam qu'on appelle le ngombi. Et les amis, il y avait 2 xylophones, il y avait 2, 3 tam-tams à côté, des maracas et tout. Qu'est-ce qu'on pouvait jouer avec un cello? Un cello, un instrument noble de la grande musique occidentale. Et on a joué ensemble. Il y a eu là une véritable rencontre. Et ceci conforte, appuie ce que je pensais, que les peuples qui se rencontrent, quand ils le font sur des notes de musique, ont beaucoup de facilité. La musique est universelle, je le sais. Donc c'est le langage de l'espoir, à mon avis, parce que c'est le seul langage qui méprise les barrières. Voilà. L'un des caractères les plus importants pour une œuvre artistique ou pour un artiste, c'est communiquer. En fait, c'est faire quelque chose essentiellement pour les autres et jamais pour soi, c'est-à-dire donner. Il y a de la fierté dans une œuvre d'art, ça c'est une démarche esthétique. Il y a l'empreinte personnelle, mais souvent le caractère dominant, c'est que le public, l'audience reçoit ce qu'on lui donne. Et ce don, ce fait de donner, marque une certaine humilité par rapport à celui qui reçoit. Donc, la plus grosse erreur qu'un leader, un créateur de spectacle, un créateur, un compositeur, un chorégraphe peut faire, c'est de faire montre de supériorité par rapport au public. Mon maître disait toujours, il faut respecter le public, parce que c'est le public qui a le dernier mot. En fait, tout ce qu'on fait, qui que l'on soit, qu'est-ce que l'on fasse, on le fait pour eux. Et quand l'on donne, on doit être humble, on doit être très très petit. C'est ainsi que tous les grands de ce monde, en fait, en réalité, étaient très petits. Et les gens qui cherchent à en savoir plus sur la musique des autres, je crois que ce sont des gens qui ont compris que par le langage sain, par le langage sans complexe de la musique, on peut très facilement approcher les autres. Actuellement, je travaille avec une dame que j'appelle affectueusement Mama Suzanne, c'est mon amie. Nous travaillons donc sur un projet, Mon Village. Donc il s'agit d'une émission de télévision pour enfants, d'une manifestation à la fois ludique, mais d'éducation et d'enseignement des enfants. Pourquoi? Parce que nous avons pensé, elle et moi, qu'il faut s'occuper de l'enfance. Les défis sont grands parce qu'il s'agit quand même de la collaboration entre deux éléments, disons comme ça, de cultures différentes. Moi, je suis africain et Mama Suzanne est américaine. Mais ce sont des défis que nous sommes en train de surmonter. Je vous ai dit que moi, par exemple, je suis très outillé pour pas affronter les autres, mais pour travailler avec les autres, parce que j'essaie de les comprendre. Et nous voulons que la plupart des gens aussi comprennent cela, que l'autre doit être compris. Mais on peut travailler ensemble, parce que nous avons déterminé, nous savons
déterminer des objectifs. Cette question, cette problématique de l'enfance est la même à Toronto qu'à Kinshasa. Il y a des couleurs différentes. Vous voyez, ce qui trompe le plus, c'est la forme. Donc les problèmes d'éducation ne concernent pas que le tiers-monde. Ça aussi, c'est une erreur. En tout cas, nous avons compris cela dans le cadre de notre collaboration. Mais nous pensons que les sujets que nous abordons concernent l'enfance en général. Que ce soit de petits Palestiniens, que ce soit de petits Américains, ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Les autres leaders dans les arts dans le monde, je leur adresserai une seule demande. C'est de temps en temps jeter un regard vers les autres. De savoir que le monde ne se limite pas à leur studio ou à leur salle de théâtre ou à leur audience à eux, que la Terre est un peu plus grande et qu'il y a un peu plus de demandes d'affection et d'amour. De ne pas se méfier des autres en pensant qu'ils tendent la main, qu'ils demandent, parce qu'on a un peu peur de l'autre. C'est toujours cette question d'ignorance. Je leur demande de transcender leur ignorance, parce qu'ils ignorent les véritables quêtes des autres. Vous savez, les artistes dans mon pays, ici en RDC, ont soif de connaître les autres artistes. Oh, pas forcément pour leur demander... Bien sûr, ils vont vous demander des cordes de guitare, hein? Ça c'est inévitable. Mais ne mettez pas ça en avant, c'est pas ça l'important. Si vous en avez, vous pouvez leur donner des cordes de guitare. C'est pas trop désagréable pour vous. Mais au-delà de cette demande de cordes de guitare, il y a un jam session entre vous et lui. Et ça n'a pas de prix. Donc, cette demande vers les leaders, ceux qui ont de l'expérience plutôt, pas des richesses, pas forcément. Vous savez, la plus grande richesse, c'est l'expérience, le savoir, ce qu'on a expérimenté déjà et qu'on peut partager avec les autres. Donc, je leur demande à ces grands artistes, ces organisateurs qui peuvent faire quelque chose, de regarder un peu vers nous, tout simplement. Hein? S'ils regardent, on va leur faire un coucou.